et tu te retrouves en France où tu sens la pression de si je ne travaille pas, je n'ai rien. Ça peut être effroyable pour quelqu'un qui a à côté la pression des études à faire, la pression de la préfecture. Donc ça peut être très lourd psychologiquement. Hello my people, comment allez-vous? Bien j'espère. Super. Ok, si tu me connais déjà, félicitations, tu as accompli ta mission, bravo à toi. Si tu ne me connais pas, ce n'est pas grave, félicitations parce que tu viens de me découvrir. Assieds-toi, prends tes arachides ou tes popcorn ou tes chips ou ton verre d'eau et installe-toi confortablement parce que tu vas découvrir une pépite. Active la cloche de notification, abonne-toi, like la vidéo, commente avec ce que tu en as pensé et surtout, 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 prends plaisir à visionner. Bon visionnage! C'est fluide, c'est naturel C'est et ça. tu vois que la personne est intéressée et même te parle elle te parle d'elle, enfin la personne te parle de son vécu, te donne des conseils, enfin ce n'est plus une discussion en mode où tu sens du jugement, tu vois, moi C'est c'est ce que ça. j'aime pas, quand tu ressens du jugement, limite il y en a même des fois, je me rappelle dans ma première expérience en entreprise, il y a des gens qui pensaient que j'étais venue en France en bateau. On va en parler tout à l'heure, C'est mais incroyable. genre, mais genre oui, j'ai pris le bateau et tout pour venir, mais non, en fait, j'ai pris un avion, j'ai eu un visa et tout. Enfin, à un moment, les gars, ils sont souvent en mode, il n'y a que la voie maritime par laquelle, il n'y a que par cette voie-là qu'on peut venir en France, mais en fait, non. C'est incroyable. On parlait de nous, les Africains qui venons en France, mais eux aussi, ils auront beaucoup à gagner en venant en Afrique Bien sûr, parce qu'ils vont se déconstruire bien parce qu'ils vont sûr. déconstruire beaucoup de préjugés et qu'ils vont peut-être nous voir d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus réaliste. Bien Donc sûr, voilà. bien sûr. Mais ça, c'est un bon sujet, mais je veux on aborde ça dans une autre vidéo parce que j'ai des choses à dire sur ce sujet-là. Mais on va pas aller vers ça. Je vais rapidement terminer par ton dernier point que tu as évoqué comme difficulté. La dernière difficulté que tu as mentionnée, c'était la difficulté financière. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce cas-là. Effectivement, quand tu viens en France et que tu n'as pas de soutien financier, tu n'as pas de bourse, c'est compliqué parce qu'il faut jobber en même temps que tu dois étudier. Et franchement, je pense que ça doit être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Moi, je vais dire, j'ai eu de la chance où Dieu a fait en sorte que, bah, je sais pas, je n'ai pas eu ce cas-là. Moi, mes parents m'ont pas abandonné quand je suis venue en France et j'ai pas eu à faire de job en fait. Mais j'aurais pu en faire pour quand même me créer un patrimoine financier, pouvoir économiser pour investir après. Après, j'ai eu des regrets par rapport à ça. Mais attention, lorsque tu jobs par simple loisir, c'est-à-dire parce que tu es ambitieuse Mm, ou ambitieux, mm. c'est intéressant, ça montre que tu as une certaine autonomie et que voilà, c'est bien. Mais effectivement, la situation qu'on évoque, c'est ceux qui jobent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est le seul Mm, pour là. Et là, ça peut être très terrible émotionnellement mm. pour la personne qui job, financièrement et surtout les autres aspects de la vie. C'est-à-dire que en Afrique, ben, tu as toujours été biberonné par papa et maman. Tu n'as jamais senti la situation, tu n'as jamais été confronté à la situation où tu n'as rien à manger. C'est quelque chose, Mm, voilà. Et tu te retrouves en France où tu sens la pression de si je ne travaille pas, je n'ai rien. mm, Ça peut être effroyable pour mm, quelqu'un qui a à côté la pression des études à faire, mm. la pression de la préfecture. Donc ça peut être très lourd psychologiquement, et je comprends enfin, ces étudiants africains qui parfois dépriment. Mm, mm. Ce n'est pas Et il y en a beaucoup, hein. c'est vrai, il y en Il a y en a beaucoup, il y en a beaucoup. beaucoup. Ils sont sous le sceau du silence, mais ils vivent des réalités absolument effrayantes. Mm, mm. Effrayantes. Il y en a beaucoup. Mais après, si je veux, parce que moi j'aime bien regarder le côté positif de toute situation. Si je dois examiner un peu ce cas-là, je pense que les gens qui vivent ce genre de situation, au final, sont un peu, comment dire, prédisposés après à pouvoir Intégrer facilement le monde de l'entreprise. intégrer facilement le monde de l'entreprise, exactement, et pouvoir rebondir quelle que soit la situation, parce que c'est quand même
c'est quand même pas facile, tu vois, de jongler entre le travail et les études. Et donc ça te donne une certaine capacité à t'adapter suivant les changements, par exemple, dans ta vie professionnelle de demain, que tu auras à subir. Tu pourras t'adapter facilement parce que tu auras eu cette expérience-là. Parce que moi, je considère que c'est une expérience au final que d'avoir à étudier et jobber en même temps. C'est pas facile, hein. On va pas, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais ça te prédispose après à surmonter Ça rend la peau dure, quoi, comme on ça le dans dit. la posture. Et pourquoi pas, ça te pousse à entreprendre aussi, quelque C'est vrai. part. Parce que tu es venu pour étudier, mais à cause des coûts de la vie, tu te mets à jobber. Même si tu es salarié chez quelqu'un, au moins tu as eu à faire des recherches, à trouver un travail et tout. Et tu as gagné de l'argent en même temps que tu travaillais et tu étudiais. Donc, demain, si tu es en tant que salarié et tu as envie de basculer en entrepreneuriat, tu peux avoir cette aptitude-là à faire deux choses à la fois puisque tu l'as fait pendant tes études. Donc, donc moi, je vois ça comme ça. Je pense que c'est un point quand même positif parce que moi, aujourd'hui, par exemple, quand je prends mon exemple, moi, je n'ai pas eu à jobber quand j'étais étudiante. Et aujourd'hui, j'ai du mal à faire deux choses à la fois. J'ai du mal. Bon, là, je fais des choses. Mais parce qu'on me pousse. Sinon, en vrai, naturellement, je suis en mode, je fais une seule chose et puis c'est tout. Parce que j'ai tout le temps fait ça, en fait, toute ma vie. J'ai Mais pas... en vrai faire deux choses à la fois, en vrai, c'est faire une chose à la fois, hein. C'est-à-dire que Non. tu fais faire deux choses à la fois, c'est faire une chose, puis faire une autre chose. Oui, mais quand même, en l'espace d'une année, même si tu as eu des... Tu ne l'as pas fait en simultané, mais quand même, tu as pu faire deux activités. Oui, mais ceux qui sont en contrat pro, par exemple, ou en contrat Hmm, de l'alternance, ben, en tout état de cause, ils font c'est deux choses à vrai. la Et fois, hein. j'ai fait un contrat. Donc Ok, voilà quoi, d'accord. voilà, voilà. Je pense Ouais. que le problème est beaucoup plus fort, on le Hmm, voit d'une autre façon, lorsque tu travailles, parce que lorsque tu fais déjà un boulot alimentaire qui n'a hmm. rien à voir avec ton activité Oui, professionnelle, oui, oui, c'est vrai. et que tu le fais sous la pression de je n'ai pas le choix. Je C'est pense que vrai. psychologiquement, pour un jeune étudiant, Hmm, ça peut être lourd à hmm, supporter. hmm. Et tu parlais tout à l'heure, bon, bah, on va clore du coup le débat, c'est difficile, mais bon, je pense que quand même, Mm. il y a des points positifs. Au final, ça c'est dur et ça t'apprend à supporter les choses, les coups durs de la vie, même si c'est pas évident à dire comme ça, je sais. Mais je pense qu'il y a quand même un point positif dans cette histoire. Et j'ai quand même, moi, identifié un autre point, une autre difficulté. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, c'est la difficulté liée à la situation administrative. Enfin, il y a deux choses. Il y a deux choses. Mm. Il y a le fait que la France est un pays où il y a beaucoup de paperasse, il y a trop C'est vrai, c'est un pays très de paperassier. voilà, paperassier, il y a trop de choses administratives et faut tout le temps être en règle. Voilà, il faut tout le temps veiller à ne pas comment dire, à ne pas à être en règle, tout simplement. Je C'est sais pas ça, si... à ne pas être hors délai, Voilà, à mettre, à fournir tous les papiers qu'il faut. C'est oui, toujours ça, hein. il faut À veiller à... chaque demande, il faut fournir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et ça, c'est chiant à chaque fois. C'est-à-dire que tu finis ça, ben, tu dois en faire ça. Et pour chaque chose, il y a une batterie de pièces. Et quand tu vois ça, mais ça te... Voilà. C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué forcément. Moi, personnellement, je n'étais pas habituée à ça au Bénin, mais j'ai dû l'être ici. Et quand on parle de paperasse, on parle aussi de titre de séjour et de tous les documents qu'il faut fournir et du stress que ça fout aux étudiants Mais quand ils n'ont clairement, pas leur papier à jour. mais clairement. Mais aujourd'hui, les limites, on se demande si elles font exprès les préfectures qui ne répondent pas aux étudiants qui ont fait leur demande depuis des siècles et des siècles. Surtout quand les étudiants doivent travailler, ils doivent faire leur Mais stage, c'est ça, leur alternance. C'est compliqué, mais c'est c'est vraiment ça, compliqué. c'est ça. Et ça, c'est un point, c'est une difficulté. Bon, après, ça dépend des préfectures aussi, mais la plupart des retours d'expérience que j'entends, il y a ça aussi, hein. Il y a la difficulté liée, comment on appelle ça? C'est pas, et les titres de séjour, là, c'est quoi? Les titres de séjour étudiant. Oui, mais genre, c'est une difficulté liée à l'identité, c'est ça? C'est ça, à l'état civil, À c'est-à-dire. l'état civil, Oui. merci beaucoup. La difficulté liée à l'état civil, voilà.
Donc, il y a ça. Bon, après, ce que je vais dire tout à l'heure, maintenant, c'est pas une difficulté, mais c'est une remarque que j'ai eu à faire aussi. Bon, bah, je pense qu'on va terminer par ça. C'est qu'en France, il y a beaucoup plus. Je pense que maintenant ça change en Afrique. Mais à mon époque, en mon temps, quand j'étais au Bénin, il n'y avait pas beaucoup de paiements par carte bancaire. Là, c'est en train de changer. Mais quand je suis venue en France, il n'y avait que ça. Il C'est y ça, avait c'est ça. très peu. Et je pense que c'est en train de vouloir disparaître. Ils sont en train de vouloir faire disparaître les monnaies Oui, parce que ça va leur permettre de lutter contre le blanchiment le d'argent. blanchiment d'argent. Mm. Et donc, il y avait pas les histoires de espèces. C'était tout le temps carte bleue, la plupart du temps. Des fois, il n'y a même pas de... Là où il faut... Par exemple, si tu veux prendre de l'essence, sauf s'il y a quelqu'un, un bonhomme qui est là, c'est la carte bancaire, tu peux pas en espèces. C'est Donc, ça. ok, donc maintenant qu'on a parlé des difficultés, une fois arrivé en France, euh, on va parler des opportunités réelles. Alors, sur les opportunités, moi je pense que, comme je l'ai dit, il ne faut pas se leurrer l'esprit. Lorsqu'on arrive à éviter les pièges et lorsqu'on arrive à surmonter ces difficultés qu'on a, il y a des opportunités réelles. Des opportunités réelles. Moi, je prends mon exemple. euh, pour ceux qui étaient de ma promotion, donc après le Master 2, généralement c'est le cas en Afrique, hein, donc c'est pas que dans ma situation, c'est pas que euh, limité à ma situation. Lorsqu'on finit son Master 2, ben on enchaîne les stages. On enchaîne les stages, après on espère avoir un CDD ou un CDI, et après il faut commencer petitement, c'est ce qui est dit, quoi. C'est le propos. Commencer petitement, avoir l'humilité de commencer bas, et commencer bas, ben, c'est commencer avec un salaire relativement, voilà, qui n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Alors que ben, dans les systèmes beaucoup plus construits, ben, vous avez un SMIC qui vous permet de vivre vraiment décemment, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de vous prendre une voiture, vous permettre de vous prendre, je sais pas, un logement beau. Il faut le dire, un logement beau, décent. Voilà, il y a beaucoup de plus de facilité. Et ça, c'est une opportunité réelle. Ça, c'est une opportunité réelle qui, pour moi, est exploitable. Et le fait de... J'oubliais aussi un élément, le fait de travailler dans de grands groupes qui ne sont pas forcément en Afrique. Donc, vous travaillez dans de grands groupes et à l'extérieur. C'est quelque chose qui est très valorisable dans un CV. Mm, C'est quelque chose qui est très valorisable dans un CV. Vous travaillez dans un groupe comme Total mm. ou dans un des Big Four. Voilà, c'est quelque chose qui pèse lourd dans un CV. Et ça, c'est une opportunité réelle. À partir du moment où vous avez ce genre d'expérience-là, ben, vous pouvez vous exporter un peu partout dans le monde. Ça, c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus intéressant à relever. Donc, moi, je connais beaucoup qui ont eu leur première expérience en France Mm, et qui, suite à cela, ben, se sont vendus à l'international. bien sûr. Surtout les gens qui sont dans la finance, Mm, dans l'informatique, mm, ben voilà, ils ont une expérience solide ben, et ils grimpent beaucoup mm. plus facilement. Sauf qu'en Afrique, est-ce que c'est beaucoup plus facile d'avoir sa première expérience solide et de grimper beaucoup plus rapidement? Je me pose la question, surtout qu'après ton Master 2, ben, il faut gratter d'abord des stages non rémunérés, et ça, c'est pas du tout intéressant. Et je termine avec ce point, c'est le SMIC en France. Mais vous finissez, tu finis ton Master 2, tu n'es pas au SMIC, hein, enfin, lorsque tu es dans la finance, dans l'informatique, ils viennent témoigner. En règle générale, tu n'es pas au SMIC. Parfois, ils commencent avec un 35, 40, 45 là pour certains, annuels. Et ça, c'est incroyable pour quelqu'un qui est en sortie de Master 2 d'avoir ce genre de salaire parce que ça lui garantit une certaine autonomie financière et ça, c'est un confort de vie qui n'a pas de prix. Oui, quand tu es jeune étudiant, oui, c'est intéressant comme salaire, mais après, c'est plus intéressant, hein, 35K. Oui, mais après cinq ans, pardon, ou 2, 3 ans, je pense que à partir du moment où on peut se vendre à l'international, je pense qu'on peut changer Oui. de sphère, quoi. Et il faut se vendre à l'international, surtout quand tu es en France, parce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui a résonné en moi, c'est le fait de grimper
Je pense que ça dépend des domaines, ça dépend de la chance de chacun, parce que c'est pas évident de grimper, en tout cas en France, comme tu veux. Et surtout quand tu es africain, je précise, hein, parce que quand tu es de chez eux, c'est plus facile, je pense. Mais quand tu es quelqu'un, un Africain ou une Africaine, qui finit ses études, qui se lance dans le monde du travail, surtout qui s'intègre dans un grand groupe, c'est compliqué de grimper. Ça dépend peut-être des opportunités, de la chance. Alors, euh, je vais peut-être détailler mm, ton point sur la difficulté de grimper. mhm, Euh, le problème naît à partir du moment, pour moi, le véritable problème, c'est la différence culturelle. ouais. Parce qu'il faut maîtriser, si tu ne matches pas avec quelqu'un, parce que c'est humain, c'est les rapports humains, les rapports d'entreprise, c'est les rapports humains. Si tu ne matches pas avec quelqu'un, quelle que soit ta performance, il faut le dire, c'est pas les hard skills, c'est pas ta technicité qui forcément te fera grimper. Mm, C'est bien souvent les soft skills. C'est le fait d'aller mm, pouvoir prendre du café avec telle personne. Sauf que si déjà, euh, dans le milieu éducatif, déjà à l'université, mais tu n'arrives pas à matcher avec ben, les caucasiens, avec, voilà, avec les Français de souche, mais ce sera compliqué de matcher avec ton N+1 ou ton N+2 ou ton N+3 qui, lui, a entre ses mains ton ascension professionnelle. Et c'est de ce match-là, en réalité, que dépend ton ascension professionnelle. Donc, je pense que c'est le problème, c'est on n'a pas les codes et peut-être parfois il y a la couleur qui joue, parfois il y a le choc, la différence culturelle qui joue. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui font que l'ascension professionnelle est beaucoup plus délicate que si, que si on avait les codes. Après, effectivement, on peut avoir les codes et ne pas grandir professionnellement. Ça, c'est peut-être totalement possible parce que parfois, il y a des fonds de racisme dans certaines entreprises. Donc voilà. Ouais, il y a des formes de racisme. Je pense qu'il y en a dans la plupart des entreprises. Et moi, je me rappelle un entretien que j'avais eu à passer avec, du coup, c'était à l'époque une N plus 2, je crois. Et elle me disait, est-ce qu'elle m'a demandé si j'étais sûre que j'étais en mesure de prendre le poste parce que j'étais une femme, j'étais jeune. C'est ce que je te sors ce qu'elle m'a dit, hein. Tu es une femme, tu es jeune, tu es noire. Elle m'a sorti ça, comme ça. C'est frontalement Elle, raciste ça, elle m'a, et elle, sexiste. elle me l'a dit. Et c'est une femme qui me le dit. Après, elle me dit, oui, je suis une femme, je sais ce que je te dis. Et tu es jeune. Et bon, je sais même pas si elle m'a dit. Est-ce qu'elle m'a dit que je suis noire? Je pense que c'est en moi, peut-être que ça a Tu résonné. l'as ressenti. Je l'ai ressenti parce que du coup, je me suis dit, peut-être que il y a ça aussi. Elle a voulu le dire, mais elle ne l'a pas dit, tu Peut-être vois. que les signes étaient beaucoup plus subtils de Voilà. sorte Mais à ce que je ne me rappelle plus exactement si elle a tu as dit pu ou pas. percevoir cela. Mais j'ai perçu quand même ça. Et du coup, pour moi, c'est assez choquant parce que, bah, déjà, en France, les femmes, bah, on est, par rapport aux hommes, bon, là, ils sont en train de faire genre, il y a égalité, égalité. Chaque fois, ils font des campagnes pour l'égalité des sexes, des salaires surtout. Mais bon, disons la vérité, hein, on est loin de l'égalité entre hommes et femmes sur le point de vue des salaires. Et quand tu es noir, bah, il y a aussi, je pense que bah, c'est compliqué, hein. Les noirs, on n'en trouve pas trop à la tête Les grandes des entreprises. grandes entreprises, au poste de directeur. C'est rare. Et quand tu as des ambitions d'atteindre ce genre de poste et que tu te retrouves dans des entreprises où tu ne vois même pas ça, déjà ça te choque. Tu n'as pas de modèle. Tu ne sais pas vers qui regarder pour dire, ah toi, tu as réussi à faire ça, comment tu as fait, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et tu peux me coacher parce que je suis comme toi, je veux vraiment atteindre je veux être comme toi, je veux te ressembler. Il n'y a pas ça. Exactement. Et c'est choquant. Ce que tu dis est d'autant plus vrai que euh, moi, lorsque j'arrive à l'entreprise, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes à leur sortie de master, lorsque j'arrive en entreprise, parfois je me rends compte que je suis le seul noir. À mon poste, qui n'est même pas un poste extraordinaire, hein, c'est pas, Moi aussi, ça m'est arrivé des fois. voilà, ce qu'on m'a donné, c'est pas si, voilà quoi, Mm, mm, mm. m'a pas servi le diamant le plus serti de l'histoire, quoi, voilà. Clairement.
Donc, euh, à ce poste-là, déjà, mais tu es entouré de... Il y a pas un noir. Il n'y a pas un C'est noir. vrai, c'est vrai. Donc, euh, il n'y a pas de noir qu'on met effectivement au poste de haute responsabilité. Après, moi, sincèrement, je pense que c'est aussi une question de cause, c'est-à-dire que lorsque tu as ces postes-là, tu es appelé à collaborer euh, euh, avec des gens qui ont des codes, qui ont des façons de penser qui ne sont pas les tiennes. Et il y a des petits détails que toi, tu vas pas percevoir, que eux, ils vont percevoir, et peut-être que c'est ça. Pour moi, moi, j'essaie de dédramatiser cette façon de faire Mm, en étant beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus réaliste sur les mm, raisons. J'essaie de rationaliser la chose, quoi. Voilà. mm, mm. Donc, pour moi, je mets à la place du dirigeant qui veut l'évolution de sa boîte et qui sait que, qui a peur, voilà, qui Mm. sait que ses clients ont certaines codes et que toi, tu maîtrises même pas tel fromage ou telle marque de Je pense vin ou pas que de ça soit que champagne. ça, mais bon. Ah, oui, mais alors que dans de grandes assemblées, ben, parfois il faut discuter de ça pour montrer au client que tu fais partie de son cercle pour te connecter psychologiquement ou émotionnellement au client. Sauf que toi, on Mm. te parle de fromage et tu es bouffé. Wangash. Wangash. Moi, je connais le wangash, c'est tout ce que je connais. Le wangashi, Je personne ne... connais pas le bleu, je connais pas le... Comment ils appellent ça? Roquefort. Non, Voilà. je connais. Malheureusement, il faut connaître tous ces fromages. Faut avoir une véritable culture gustative de ce genre de choses. Ça pue. Faut maîtriser tout ça. Faut Non, maîtriser tout mais... ça pour pouvoir entrer dans ce cercle-là, quoi. Voilà. Non, mais tu as raison. Après, je pense que peut-être qu'avec le temps, ça va changer ici aussi. Parce que on a parlé des postes. Moi, je parlais de postes de direction, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de Noirs qui sont managers, hein, il faut le dire, Oui, hein. ça c'est vrai. Il y a des Noirs qui sont responsables aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a de cela quelques années, ce n'était pas le cas. Et progressivement, c'est en train de changer. Après, il faut dire qu'effectivement, avec toute cette masse d'étrangers qui viennent en C'est France ça. et qui font des études Mm, sérieuses, qui s'y mettent, mm. et il y a aussi cette sorte de transmission qui est peut-être fait de façon informelle, de transmission de retour d'expérience par les aînés Oui. sur les pièges dans lesquels ils sont tombés, qui fait que ben, euh, le, 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 enfin, la lance s'affûte quoi, de plus en plus Mm. et que ben, les nouveaux deviennent beaucoup plus sensibles à certains détails, de sorte que ben, c'est beaucoup plus facile pour eux d'accéder à certains postes de responsabilité. Moi, par exemple, je me souviens quand j'étais venu, on m'a dit, Cheikh, tu travailles 2 fois plus C'est ça, que moi ce que aussi. tu vois pour avoir la moitié de ce qu'ils ont. C'est choquant, hein? C'est choquant quand on te le dit, Mm, mais quand tu le constates, c'est encore plus choquant. mm, C'est encore plus choquant. C'est choquant quand on te le dit, mais quand tu le constates, c'est encore plus choquant. Donc, je pense que moi, on m'a déjà préparé psychologiquement à ça. Et quand tu es préparé à ça, et quand tu entres dans le monde de l'entreprise, tu sais ce que tu as à faire. C'est ce que tu as à faire. Et peut-être que ça aussi, c'est un piège. C'est quelque chose qui... C'est un des freins qui empêche qui nous empêche d'accéder à certains postes de responsabilité. C'est parce qu'on exige de nous beaucoup plus. Et je vais terminer sur ce point. J'ai le sentiment, et c'est un sentiment qui a été partagé avec beaucoup, que en raison d'un passé, ou de plusieurs raisons que je ne veux pas chercher à décortiquer aujourd'hui, c'est comme si lorsque tu te présentes en entreprise, il y a une présomption de tu ne sais pas faire le travail que tu dois déconstruire au quotidien. Il y a une présomption, il y a quelque chose de mauvais qui est présumé sur toi que tu dois déconstruire au quotidien. Au contraire de l'autre, voilà, qui lui vient et sur qui pèse une présomption de tu sais le travail, j'ai confiance en toi, tu vas bien le faire, voilà. Donc, nous, on doit prouver, l'autre, il doit juste faire ce qu'on imagine bien de lui, quoi. c'est Voilà. ça. Rien. Rien.